Donc cet ensemble de choses. D'une part, l'idée que les plantes, les animaux, les esprits étaient des personnes qui avaient certaines caractéristiques analogues à celles des humains. D'autre part, que la forêt était un espace en grande partie anthropisé, même si ce n'était pas de façon intentionnelle, et qu'il existait une grande porosité entre les jardins et la forêt. Ces idées m'ont conduit à essayer de thématiser, au fond, le type de rapport que les Achuars entretenaient avec leur environnement d'une façon qui n'était ni celle que j'avais évoquée dans une première session de l'écologie culturelle, du matérialisme écologique, ni celle, au fond, de l'idée que la nature, c'est simplement un ensemble de propriétés dans lequel l'esprit vient se saisir de certaines qualités de façon à aller s'en servir dans des oppositions contrastives. Et ça, évidemment, c'est au retour du terrain que ces questions se sont posées avec le plus d'évidence, hein, lorsque, au fond, quand on sort du terrain, on est accablé sous la masse des expériences vécues et des informations, et on ne sait plus très bien où on en est. On sait simplement qu'on pressent qu'on en sait suffisamment, on n'en sait jamais assez bien sûr, mais qu'on en sait suffisamment pour, au fond, s'éloigner un moment. Et donc nous sommes revenus en France après avoir passé pratiquement 3 ans, c'est-à-dire que nous avons passé 2 ans sur le terrain et puis 1 an à Quito, à enseigner à l'université catholique, où nous pouvions faire des allers-retours réguliers sur le terrain. Donc nous avons passé pratiquement 3 ans sur le terrain avec ces masses d'informations. Nous avons passé 3 ans sur le terrain avec ayant accumulé une masse d'informations, et la question pour moi était de voir comment, en fonction de ce que j'avais découvert sur le terrain, réorienter la problématique initiale, dont il s'avérait évidemment qu'elle était devenue inadaptée, et d'autre part, trouver un modèle d'analyse qui me permette de rendre compte de ce que j'avais observé. Et ce modèle d'analyse, dans un premier temps, pour moi, il a consisté dans la thèse que j'ai préparée et que j'écrivais sous la direction de Claude Lévi-Strauss. Quand je dis sous la direction, il a été un directeur de thèse remarquablement libéral, parce que quand je lui proposais de lire des chapitres, il me disait non, je vous fais confiance. Et même quand j'ai déposé ma thèse, je lui ai dit ben voilà, j'ai fini ma thèse, je vous la laisse avant de la déposer. Il me dit non, je vous fais parfaitement confiance, vous pouvez la déposer. Donc il n'avait même pas lu, je ne savais pas ce qu'il en pensait jusqu'au moment de la soutenance. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc j'étais au fond, j'avais une totale liberté d'organiser ma pensée et mes matériaux comme je le souhaitais. Et une chose qui m'avait frappé, pour essayer d'avoir une ligne directrice pour intégrer ces différentes informations que j'évoquais il y a un moment, ce qui m'avait frappé, c'est que dans les champs magiques, les incantations que j'évoquais tout à l'heure, dans les anènes, c'est-à-dire ces incantations qui sont adressées par les humains aux plantes et aux animaux, les
la façon dont les interlocuteurs étaient désignés passait par l'usage de termes de parenté. Et ces termes de parenté, c'était toujours des termes de consanguinité, en général de mère à enfant, que les femmes employaient pour s'adresser aux plantes du jardin, parce que les femmes étaient les hommes font les travaux d'essartage, hein, et puis après, dès que la litière de cendre est là, c'est les femmes qui s'occupent. Les hommes plantent les bananiers, mais pour le reste, globalement, c'est vraiment un monde féminin. Les hommes utilisaient vis-à-vis des animaux qu'ils chassaient, ils chassaient à la sarbacane en général, et pour les plus chanceux au fusil, mais en général à la sarbacane, pour les animaux qu'ils chassaient, ils employaient des termes d'affinité, c'est-à-dire ils s'adressaient aux animaux directement comme à des beaux-frères, et aux maîtres du gibier, c'est-à-dire aux esprits qui contrôlent le gibier comme, d'une certaine façon, un pasteur contrôle des animaux domestiques, et ils utilisaient des termes d'affinité, c'est-à-dire beau-père. Et donc, ça m'avait frappé parce que ça paraissait assez nettement que dans les attitudes entre humains et les attitudes vis-à-vis des non-humains, on avait une continuité qui était de traiter du côté féminin les plantes comme des enfants dans le domaine de la consanguinité, du côté masculin, de traiter les animaux comme des affins, domaine d'affinité qui était celui caractéristique des hommes. En effet, les Achuars ont un vocabulaire de parenté de type dravidien dans lequel la grande différence, la grande dissociation, c'est entre consanguin et affin. Et par ailleurs, et ça Anne-Christine Taylor l'avait clairement établi très tôt dans ses études sur la parenté Achuar, il y avait une tendance au sein des groupes locaux, si on peut dire. Un groupe local, c'est un terme peut-être un peu excessif pour désigner ce que moi j'ai appelé des nexus, c'est-à-dire c'est des réseaux de maisons dispersés le long d'un fleuve qui sont séparés d'autres réseaux de maisons par une zone d'interland, et entre ces nexus, il y a plutôt des relations d'hostilité. Donc ces nexus, à l'intérieur du nexus, on avait une zone d'intermariage préférentiel, et les consanguins et les affins, c'est-à-dire venant d'autres nexus, avaient tendance à être consanguinisés. Par exemple, on employait à leur endroit des termes de consanguinité, même si c'était des affins. Alors qu'à l'inverse, les consanguins qu'on pouvait avoir, par exemple, dans des régions un peu éloignées, ou enfin en tout cas voisines, avaient tendance à être affinisés. Donc il y avait l'opposition entre affins et consanguins était équivalente à une sorte d'opposition entre le proche et le lointain. Et les ennemis en particulier étaient affinisés de façon systématique. Hein. Chose que Viveros de Castro a par la suite développée à propos des toupies, on a exactement le même phénomène, c'est-à-dire que l'ennemi c'est un méga affin, c'est un super affin en quelque sorte. Or cette opposition absolument centrale des catégories de la vie sociale, affin consanguin, qui permettait au fond une sorte de géographie sociale tant à l'intérieur des groupes locaux que dans les rapports entre groupes locaux, étaient ces formes de catégorisation, celles qui étaient également employées pour concevoir le rapport avec des non-humains, c'est-à-dire avec les plantes et les animaux, et les esprits qui gouvernent les plantes et les animaux, parce que l'esprit des jardins, Nungui, c'est un esprit féminin qui a vis-à-vis des plantes cultivées un rapport maternel du même ordre que celui que les femmes ont vis-à-vis des plantes cultivées. Et donc, l'interprétation que j'ai donnée dans ma thèse de cela
et que j'ai appelé pour cela ma thèse la nature domestique, non pas domestiquée mais domestique, c'est que les rapports entre humains dont la maison offre le support, hein, le théâtre, ces grandes maisons, qui sont des rapports de consanguinité et d'affinité, sont utilisés pour penser et structurer en quelque sorte les rapports entre humains et non humains. Donc ça, c'était un aspect de mon travail. L'autre aspect était une critique systématique à partir de tous ces matériaux que j'ai engrangés sur les rapports techniques et matériels avec l'environnement, une critique systématique des thèses de l'écologie culturelle, en montrant que les deux environnements utilisés par les Achuar, les écosystèmes, l'écosystème riverain et l'écosystème interfluvial, en dépit du fait qu'ils ont été utilisés depuis très longtemps, n'ont pas engendré de différences visibles entre les institutions sociales. Il n'y avait donc pas d'adaptation automatique en ce sens-là, ce qui était compréhensible du fait de ce que je viens de dire, de la porosité entre le monde de la forêt et le monde des jardins, et le fait que la forêt est en partie une sorte de niche qui a été construite par les humains. Et donc cet aspect-là était fondé sur des analyses alors quantitatives, hein, très poussées, et aboutissait à l'idée que de toute façon, dans tous les cas, les Achuar sous-exploitaient énormément, si on peut dire, leur environnement, puisqu'ils n'en actualisaient qu'une toute petite partie. Par exemple, pour les jardins, il y avait des jardins qui n'étaient utilisés que à 20% de leur potentialité agricole. Donc c'était véritablement une confirmation de l'hypothèse générale que Salins avait développée dans les premières sociétés d'abondance, dans le cas pour lui des sociétés de chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire d'une très grande abondance de production pour des temps de travail extrêmement faibles, puisque je montrais par ailleurs que les temps de travail oscillaient entre 3 et 4 heures par jour, pour donc un pays de cocagne, d'une certaine façon. Donc deux résultats à cette thèse, qui pour moi était complètement concomitant, hein, puisque j'ai essayé précisément de ne pas séparer l'analyse des conditions techniques et quantitatives, etc., de la forme que ces usages de l'environnement prenaient pour les Achuar. Deux conclusions, et c'est surtout évidemment la deuxième que j'ai développée par la suite, c'est-à-dire, au fond, comment conceptualiser au-delà du monde de l'Amazonie, enfin en tout cas dans un premier temps des Achuar, ce rapport très singulier que les Amérindiens avaient avec les plantes et les animaux comme des partenaires sociaux, non pas comme des êtres qu'on va utiliser en somme comme des objets de consommation. Ils étaient consommés par ailleurs, hein, c'est-à-dire, mais comme des partenaires sociaux, en ne séparant pas, comme on avait tendance à le faire en anthropologie, entre un domaine de l'économie ou de l'écologie ou de la circulation des flux entre humains et non humains d'un côté, et puis de l'autre un domaine des superstructures idéologiques qui viendraient en quelque sorte justifier aux yeux des gens la fausse conscience qu'ils ont de leurs véritables conditions d'existence, qui était au fond l'interprétation marxiste ou d'une autre façon l'interprétation durkheimienne qui voit la société, ou plus exactement qui voit les représentations religieuses comme des représentations sociales transfigurées.
Alors ça, c'était un programme intellectuel qui résultait de ma thèse de nature domestique. J'ai eu la chance que la thèse a été publiée assez tôt, et elle avait attiré l'attention même avant d'être publiée. De ce point de vue-là, donc j'ai eu la chance d'être recruté assez tôt après avoir terminé ma thèse à l'école des hautes études en sciences sociales comme maître de conférence, et donc j'avais la possibilité de développer dans mon enseignement le programme de recherche que je m'étais fixé, ce qui était un avantage exceptionnel, mais que j'avais dû conquérir parce que, à l'époque, les maîtres de conférences à l'école des hautes études devaient demander l'autorisation pour faire un séminaire de recherche. C'est-à-dire que j'avais fait de l'enseignement, j'avais enseigné bien avant d'ailleurs d'être recruté comme maître de conférence, j'étais chargé de cours déjà, sur des questions d'écologie, d'anthropologie économique, mais aussi on avait fait un cours qui a donné lieu à un petit livre qui s'appelle Les idées de l'anthropologie, sur des concepts que l'anthropologie a empruntés à d'autres domaines comme la causalité. Anne-Christine Taylor avait fait l'histoire, Gérard Lanclus la fonction, Carlos Évry la structure, etc. Donc on enseignait déjà, mais pas nos propres recherches. Hein. Et j'avais donc été voir le président de l'école des hautes études à l'époque, qui était François Furet, et je lui avais expliqué les raisons pour lesquelles je souhaitais faire un séminaire de recherche sur le sujet qui m'intéressait et que je me proposais d'appeler « problème d'anthropologie de la nature ». En fait, ce qui m'intéressait, c'était l'anthropologie de la nature, et je dirai pourquoi tout à l'heure, mais comme j'étais un jeune maître de conférence et que j'étais modeste, j'appelais ça « problème d'anthropologie de la nature ». Cela dit, ça l'avait beaucoup surpris, parce qu'il se demandait bien ce que c'était que cette chose bizarre que l'anthropologie de la nature, puisque lui, ce qui l'intéressait dans l'anthropologie, c'était plutôt les thèses de Clastres sur la société contre l'État. Il était dans une lutte contre l'anthropologie marxiste, l'interprétation marxiste de la Révolution française, en faisant valoir plutôt la dimension politique de la Révolution française. Et donc c'est pour ça que Clastres l'intéressait, mais il n'avait à l'évidence pas vraiment saisi. Ça l'avait laissé très perplexe, mon projet. Alors c'était quoi ce projet? Tout simplement, c'était d'essayer de comprendre, et c'est pour ça que j'avais choisi un oxymore pour le définir, anthropologie de la nature, c'était d'essayer de comprendre ce qu'est la nature là où elle n'existe pas, pour les populations pour qui elle n'existe pas. Donc on peut parler d'anthropologie de la nature, c'est un peu bizarre, effectivement, parce que la nature, c'est une construction sociale, c'est comme ça que je le formulais à l'époque. Je ne le formulerai plus ainsi maintenant, mais à l'époque, je le formulais ainsi. La nature est une construction sociale, et si c'est une construction sociale, on peut en faire l'anthropologie, y compris et surtout là où, précisément, elle n'a aucune signification pour les populations, comme celles dont j'avais partagé la vie, à l'endroit desquels on emploie ce concept de nature. Et donc c'est dans le cadre de ce séminaire que j'ai commencé à développer les idées, c'est-à-dire au fond à expérimenter des hypothèses fondées sur le travail en commun avec les étudiants de lecture de textes ethnographiques pour voir quelles étaient les similitudes et les différences entre la situation que j'avais observée chez les Achuars et celle que d'autres ethnologues avaient décrites, d'abord en Amazonie. Donc j'ai passé pas mal de temps à lire dans le séminaire et à commenter de l'ethnographie amazonienne, et puis ensuite progressivement dans des sociétés qui m'avaient paru présenter avec l'Amazonie du point de vue de ce rapport entre humain et non humain des similitudes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux sociétés amérindiennes du nord de l'Amérique du Nord, et puis aux sociétés qui, de l'autre côté du détroit de Bering,
en particulier dans Sibérie septentrionale et puis orientale, présentaient aussi des similitudes avec cela. Et donc progressivement, je me suis rendu compte que certaines des caractéristiques que j'avais isolées à propos des Achuar étaient en fait très générales. Ça avait été évoqué, mais pas toujours même pas du tout de façon systématique, sauf pour l'Amérique du Nord, par un grand anthropologue américain qui est Irving Hallowell, à propos des Ojibwés, où il avait montré au fond bien des choses similaires à ce que j'avais observé chez les Achuar, où il parlait de personnes autres qu'humaines à propos des plantes et des animaux, etc. C'est un texte que je ne connaissais pas avant de partir sur le terrain et que j'ai lu précisément dans le cadre de mon séminaire, et où donc à l'évidence, on avait, dans une certaine partie du monde en tout cas, qui pouvait commencer, disons, globalement avec le sud de l'Amérique du Sud, des Basses-Terres, avec le Chaco, et puis éventuellement la Terre de Feu, mais surtout le Chaco, l'Amazonie, et puis au nord, les Amérindiens du nord de l'Amérique du Nord, la Sibérie, avec quelques cas aussi que je découvrais avec beaucoup d'intérêt en Asie du Sud-Est, comme l'ethnographie de Signe Howell sur les Chewang de Malaisie, par exemple. On avait un peu partout dans le monde ce que j'ai appelé des archipels. Alors de quoi? C'est ça le problème. Comment définir ça? Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un coup de génie, ou en tout cas un coup de force, hein. C'est-à-dire que j'ai décidé de sortir de la naphtaline le concept d'animisme, qui était complètement discrédité parce qu'il était lié au fond à une attitude un peu dédaigneuse vis-à-vis des populations non modernes qui n'auraient pas compris qu'il y avait une séparation nette entre le domaine social et le domaine de la nature. Et tous ces gens qui sont incapables de faire la différence entre la nature et la société, on les appelle des animistes. C'est un peu comme ça, au fond, que le terme animisme avait subsisté dans l'anthropologie contemporaine. Donc j'ai utilisé le terme animisme pour définir, au fond, cette configuration qu'on trouvait dans bien des régions du monde, et que j'ai opposé dans un premier temps à ce que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire au fond à la croyance dans l'existence d'une totalité extérieure aux humains, peuplée de non-humains, et que nous appelons la nature depuis, alors ça dépend depuis quand, mais enfin de façon de plus en plus accentuée, disons, depuis la physis grecque, en passant par la natura médiévale, puis la nature au XVIIe siècle, la nature des philosophes géomètres, etc. Donc un mouvement de purification progressive d'un domaine étranger aux humains qu'on appelle la nature. Et là, il me semblait qu'il y avait deux façons très différentes de voir les choses. Et je me suis lancé donc dans le comparatisme de façon systématique, sans cesser pour autant de retourner à plusieurs reprises sur le terrain, mais néanmoins stimulé par toutes les questions, les inquiétudes, les interrogations, les ébranlements que j'avais subis sur le terrain, de façon à essayer de comprendre comment les varier, ce que je continue à appeler des formes de socialisation de la nature, et en particulier entre eux, d'un côté le monde animiste et de l'autre le monde des naturalistes pour qui la nature était une totalité objectivable. Et pour ce faire, dans un premier temps, et dans le prolongement, au fond, de la thèse que j'avais développée dans ma thèse, justement, c'est-à-dire la nature domestique, c'est-à-dire que les catégories sociales, ou que les catégories qui permettent de penser les rapports entre humains,
sont les mêmes qui sont employés pour penser les rapports, conceptualiser les rapports aux non-humains. Dans le prolongement de cette hypothèse initiale, j'ai commencé à travailler sur un contraste entre ce que j'appelais l'animisme, donc là on est dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, un contraste entre ce que j'appelais l'animisme et ce que, sous la plume de Lévi-Strauss, on appelait alors le totémisme. Dans le totémisme aujourd'hui, Lévi-Strauss a opéré un revirement important lorsqu'il a montré, enfin un revirement, non, une transformation de la façon dont on conçoit le totémisme, lorsqu'il a mis l'accent sur le fait que ce qui est important dans le totémisme, ce n'est pas le lien entre un animal totémique et puis un groupe social, c'est-à-dire une idée de descendance d'un animal, par exemple, qu'un groupe d'humains pourrait partager. Mais ce qui était important, c'était la transposition d'un écart différentiel entre des espèces animales et végétales d'un côté et des écarts différentiels entre des groupes sociaux. Et le totémisme, au fond, pour lui, c'est un dispositif classificatoire général qui peut prendre une forme sociologique dans certains cas lorsque des groupes utilisent ces discontinuités entre les espèces naturelles qui forment un modèle pour la pensée pour concevoir et nommer des discontinuités entre des groupes sociaux. Et donc, cette variante du totémisme, qui pour moi était la plus immédiatement disponible et la plus séduisante, m'avait induit à penser que la différence qui existait entre ce que moi j'avais observé et ce que d'autres avaient observé ailleurs, que j'appelais animisme, était un contraste, parce qu'au fond, j'ai été très structuraliste, même si je ne me l'avouais pas, était un contraste entre, d'un côté, l'utilisation, dans le cas du totémisme, de discontinuité, de catégories naturelles, si vous voulez, pour penser les catégories sociales, contraste entre ça, et puis l'animisme, c'était l'usage de catégories sociales pour penser le rapport à des objets naturels. Ce n'est pas exactement symétrique, mais néanmoins, il y avait un effet dynamique, si vous voulez, dans le contraste entre ces deux façons de voir. Et c'est là-dessus que j'ai travaillé pendant plusieurs années. Mes premiers articles théoriques, en quelque sorte de comparatifs, exploitaient ce contraste. Et puis j'ai fini par, au bout de quelques années, par changer de perspective, suite à des échanges avec des collègues, avec des discussions avec des collègues. Je pense en particulier à Tim Ingold, qui a attiré mon attention sur le fait que le totémisme lévi-straussien était en fait assez différent du totémisme tel que les ethnologues l'avaient décrit pour l'Australie, d'une part, ce à quoi je n'avais pas pris garde auparavant, et puis des discussions avec Eduardo Viveros de Castro sur l'animisme, dans lesquelles il me faisait remarquer que, et à juste titre d'ailleurs, que l'animisme tel que je le définissais avait beaucoup des aspects du naturalisme, c'est-à-dire au fond il s'agissait encore d'utiliser des catégories sociales pour penser un univers très séparé et différent de l'univers humain, qui était l'univers des non-humains. Autrement dit, on avait d'un côté la société, et puis de l'autre la nature, et les catégories sociales servaient à penser le rapport à la nature, ce qui au fond est une position, il ne me l'a pas dit parce qu'il était généreux, mais qui n'était pas fondamentalement différente de celle de Durkheim. Et c'est à la suite de ces discussions que j'ai menées pendant longtemps avec ses collègues, avec Bruno Latour aussi sur la question de la nature, que j'ai développé une perspective différente dont je dirai quelques mots.